Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des nouveautés du mois de mai. Il y en a beaucoup qui ont l'air vraiment très bien. J'ai dû faire une petite sélection parce qu'au début je crois que j'en avais 50 des onglets. Je me dis non, c'est pas possible. J'ai réduit à 25, donc c'est vraiment les 25 qui me donnent le plus envie. J'ai enlevé tout ce qui était essai et tout ça qui moi m'intéresse, mais je pense que ça vous intéressera pas. Vous savez que je lis de tout à peu près, avec avec certains genres que je préfère, comme le thriller, le policier, mais je lis un peu de contemporain, je peux lire des romances de temps en temps, un peu de science-fiction que j'aime beaucoup. Voilà, donc je lis un petit peu de tout, c'est très varié, donc la sélection aussi est très variée. Donc on va pas traîner pour commencer la vidéo, pour éviter que ça passe trop long. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes, il y en a qui sortent tout au long du mois. Et donc voilà, donc c'est parti. On commence avec La Belle-Fille de Nicole Tropp, qui fait que 202 pages, donc c'est très court. Et ça sort chez Book-Couture. C'est une maison d'édition qu'on voit beaucoup, je trouve, depuis quelques mois. Alors, je vous lis vite fait le résumé. C'est l'appel téléphonique que toutes les mères redoutent. Je monte dans ma voiture après avoir fait quelques courses. Alors que je démarre, mon téléphone sonne. C'est ma belle-fille, Shelby, qui garde ma petite Millie, âgée de 3 ans. Je suis montée à l'étage juste une seconde, me dit-elle, entre deux sanglots. Elle a disparu. Voilà, donc, on a eu qu'une disparition d'une petite fille de 3 ans, voilà, en plus qui est gardée par un membre de la famille, donc c'est le genre de choses qui peut être très stressant. Donc un petit thriller domestique court, mais qui peut être très sympa, à mon avis, pour ceux qui aiment, voilà. Donc il est sorti le 4 mai. Ensuite, encore un roman de Freda McFadden. J'ai l'impression que je vous en présente un. J'ai l'impression qu'il y en a un tous les mois en ce moment. L'intruse de Freda McFadden chez City Éditions. Alors là, je m'étais dit, ouais, bof, encore un. Et en fait, à chaque fois, en voyant le résumé, je me dis, bah en fait, si, pourquoi pas. Il y a quelqu'un à votre porte d'entrée. Allez-vous le laisser entrer? Qui sait ce que la tempête apportera avec elle? La cabane isolée de Kazay, perdue en pleine nature, n'est pas conçue pour résister à un ouragan. Le toit tremble, les lumières vacillent et l'arbre devant sa porte d'entrée se balance sinistrement sous la force du vent. Mais ce qui l'inquiète bien davantage, c'est la jeune fille qu'elle aperçoit tapie derrière la fenêtre de sa cuisine. Elle est jeune, elle est seule et elle est couverte de sang. La jeune fille refuse d'expliquer d'où elle vient et ne desserre pas sa prise sur le couteau qu'elle tient dans sa main droite. Et lorsque Kazay fait une découverte troublante au beau milieu de la nuit, la situation prend une tournure encore plus inquiétante. Je lis pas la suite parce que le résumé est quand même très long, mais du coup ça me fait penser au livre que j'ai écouté en octobre ou novembre, qui s'appelait C'était notre maison. Pareil, on était avec une jeune femme en plein hiver, seule au milieu de nulle part. Elle était dans une maison une vieille maison qu'elle était en train de retaper, et une famille débarque à sa porte. Ils veulent visiter la maison parce que c'est la maison de leur l'ancienne maison d'enfance de leur père, et après il se passe plein de choses. C'était très glauque, je vous avais raconté un petit peu, et ben là j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même schéma de départ, mais ça peut être bien angoissant. Je me dis pourquoi pas un petit thriller psychologique, mais bon, je le mets juste dans ma wishlist, je le lirai pas tout de suite non plus. Ensuite, on change de registre. Je suis pas une grande fan de Virginie Grimaldi, mais j'en ai lu quelques-uns. Certains m'ont plu plus que d'autres, mais j'essaie de pas trop en lire parce que je trouve qu'elle a un schéma de narration qui est très semblable à chaque fois, et du coup ça me surprend pas assez. Mais là, la couverture, j'adore. D'autres printemps de Virginie Grimaldi, c'est exactement le genre de couverture de livres que j'ai envie de lire au printemps ou en été. J'adore cette couverture. Donc ça sort chez Flammarion le 6 mai, donc demain pour moi.
Avec d'autres printemps, Virginie Grimaldi poursuit un travail romanesque désormais bien installé, raconter les failles et les reconstructions à hauteur de vie ordinaire. Flora, en plein effondrement personnel, rejoint sa grand-mère Lynn à l'hôpital. Mais cette dernière, âgée de 90 ans, refuse la fin qu'on lui assigne et impose une dernière fugue. Direction un village toscan dont personne ne connaît la signification. Alors moi j'aime particulièrement les histoires qui se passent avec des grands-mères ou des grands-pères, mais surtout des grands-mères, surtout quand c'est quelque chose, enfin une histoire qui se passe avec leurs petits-enfants. Je trouve que voilà, ce saut de génération et cette rencontre entre deux générations qui sont quand même éloignées, j'aime beaucoup. En général, c'est plein de tendresse et c'est exactement ce que j'aime quand on nous parle de famille et tout ça. Et Virginie Grimaldi, en général, c'est assez drôle. Il y a souvent des choses quand même assez drôles. Donc, ça me fait très, 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 très envie. Ensuite, un auteur que j'ai encore jamais lu, Jacques Expert, sort L'Ascenseur chez Kalman Levy. Tous les mercredis depuis le divorce, l'enfant est raccompagné par son père chez sa mère. Il aime prendre l'ascenseur tout seul et par jeu, il appuie sur les boutons, s'arrêtant sur chaque palier avant d'atteindre celui de sa mère, au dernier étage. Mais ce jour-là, la porte s'ouvre sur une cabine vide. Comment peut-on se volatiliser entre le rez-de-chaussée et le 5e étage d'un immeuble? Je n'en lis pas plus, mais ouais, ça c'est pareil, encore une disparition d'enfants, et en plus voilà, c'est... Rien que ça donne envie, donc ouais, j'ai encore jamais lu Jacques Expert, j'en ai plusieurs dans ma wishlist, et je me dis pourquoi pas. 400 pages, chez Kalman Levy, c'est pas très gros. Moi, tant que ça fait moins de 500 pages, c'est pas gros. Ensuite, on a L'influenceuse de Joyce Maynard aux éditions Philippe Rey. Je connais pas. Tammy Partridge, qui se rêve influenceuse, et son petit ami Kevin entreprennent un road trip à travers les États-Unis, parfaitement calibré pour les photos à la poursuite de la gloire. Pour l'instant, il ne compte que quelques centaines d'abonnés, parmi lesquels Roxane, une fan inconditionnelle du fougueux jeune couple. Mais lorsque le corps de Tammy est découvert dans la nature sauvage de l'Utah et que Kevin reste introuvable, l'aventure, prétendument parfaite, dérape soudainement et devient virale, atteignant bientôt 3 millions d'abonnés. Les mobiles sont troubles, les théories envahissent les recoins sombres d'Internet, chacun élabore sa propre version de la vérité et la réalité devient de plus en plus difficile à saisir. Sauf pour Roxane, qui observait tout de très près, plus près que quiconque. Voilà, ça va peut-être nous parler des dérives des réseaux sociaux et surtout de se mettre en scène. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais du coup, ouais, le résumé m'intrigue et me fait très envie. Ensuite, on a Nota de Ragnar Jonasson. Alors, là, il m'attire peut-être encore plus. Il fait que 288 pages. C'est court, c'est chez Point. Et en fait, c'est un peu comme un préquel parce qu'on est avec Harry Thor, qui est un personnage récurrent de Ragnar Jonasson. Mais j'ai pas lu, moi, sa saga avec Harry Thor. Mais il y a Gabrielle de la chaîne La Fée des mots qui en parle souvent ces derniers temps parce qu'elle est en train de le lire. Et là, en fait, c'est un peu un préquel parce qu'on est avec Harry Thor, étudiant à l'école de police de Reykjavik, qui reçoit un courrier qui le bouleverse. Une facture pour une dépense à Londres où il n'a pas mis les pieds. La date de naissance indiquée est celle de son père, disparu des années auparavant. Alors qu'Harry était enfant. Comment son père a-t-il pu l'abandonner? Où est-il désormais? Harry Thor part à la recherche de la vérité. Donc là, il est encore étudiant à l'école de police, donc ça se passe avant les autres tomes. Donc je me dis pourquoi pas commencer par celle-ci, ça pourrait être sympa. Voilà, ça me dit bien, en plus il est court, donc ouais. Ça me dit vachement, parce que Gabrielle m'a donné vachement envie de lire aussi cette saga. Ensuite, on a Le vent de Norberga de Camilla Grebe chez Kalman Levy. Il y a beaucoup de sorties Kalman Levy, je trouve, ce mois-ci. Un thriller psychologique magistral au cœur d'une maison hantée. Après la mort de sa fille aînée, Marika part vivre à Norberga avec son mari et sa fille cadette, Bisse, âgée de 5 ans. Le cadre bucolique se transforme très vite en cauchemar.
après l'apparition de phénomènes étranges dans la maison jusqu'à la disparition de Bissau. La policière Alba enquête et ouvre le dossier d'une ancienne affaire de disparition dans le village. Tout ce que j'aime. Puis en plus, si vous suivez mes vlogs, en ce moment je lis beaucoup de choses qui se passent en Suède. Voilà, donc je suis à fond dans le Grand Nord, donc pourquoi pas continuer. En tout cas, il rejoint ma wishlist. Celui-ci sort à la fin du mois, le 20 mai. Encore une couverture qui m'a séduite dès que je l'ai vue. Les cœurs tachetés de Cécile Hennebel. C'est de l'auto-édition apparemment. Il fait 253 pages. Alba, 27 ans, est commerciale en pharmacie. Elle passe sa vie sur les routes du Nord. Entre les rendez-vous, les mails et les appels, elle est entièrement dévouée à ses clients. Il faut dire que dans sa vie privée, il n'y a plus grand-chose d'autre de passionnant. Emmanuelle, 54 ans, tient une mercerie sur Calais. Avec sa chienne et ses 2 meilleurs amis, elle profite d'une vie calme et tranquille. Pourtant, derrière les apparences conventionnelles, chacune transporte son baluchon de tristesse derrière elle. Dans un monde où la monotonie semble inéluctable, qui sait ce que nous réserve la vie lorsque le destin s'en mêle. Voilà, c'est un roman court et en plus c'est de l'auto-édition, j'arrête pas de vous dire que voilà, c'est important pour moi de soutenir les auto-édités. Donc ça c'est un roman aussi qui me fait très 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 envie. Et voilà, la couverture, elle est juste magnifique, j'adore. Ensuite, on a Les Enfants du Train de Suzanne Goldring chez Nisha Édition. Il fait 488 pages. C'est inspiré d'une histoire vraie. Suzanne Goldring retrace le destin des enfants sauvés par le Kindertransport. Opération humanitaire massive menée par la Grande-Bretagne 9 mois avant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle près de 10 000 enfants, principalement juifs, furent sauvés. Dora est une jeune femme anglaise qui travaille pour les Quakers en Grande-Bretagne. Elle va commencer à travailler pour une mission humanitaire visant à accompagner des enfants juifs hors de l'Allemagne, pour les confier à des familles d'accueil anglaises jusqu'à ce que se termine la persécution des juifs. Rosa Goldberg, couturière anciennement réputée de Berlin, découvre qu'elle est de nouveau enceinte lorsque ses jumeaux naissent. Rosa doit prendre la décision la plus déchirante de sa vie, offrir à ses jumeaux une chance de vivre une vie loin de l'oppression nazie ou les garder avec elle en espérant que la situation des Juifs d'Allemagne s'améliore. Ce roman retrace le destin de femmes qui ont défié la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Je connaissais pas du tout cette histoire sur cette opération humanitaire anglaise. J'avais jamais entendu parler. Donc oui, il rejoint tout de suite ma wishlist. Enfin, c'est déjà fait. J'avais déjà préparé ma liste avant. Donc ouais, il fait très 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 envie. Je vais chercher un truc à boire parce que j'ai très soif. Allez, on continue. Ensuite, on a Le Café des Rêves de Gavins Clemente Ruiz chez XO Édition. Un roman engorgé de soleil qui nous rappelle qu'il y a toujours quelqu'un parmi nos proches ou sur nos routes pour nous tendre la main. Ça fait très été. C'est vrai, enfin il y a du jaune pétant, ça fait très, très été. Après un burn-out à Berlin, Inès, trentenaire à la vie jusque-là très connectée, trouve refuge dans le sud de l'Espagne chez sa grand-mère, Pilar, qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps. Dans ce coin de paradis chauffé par le soleil, le café sans nom, mais à l'âme si présente, bat au rythme des confidences et des rêves qui s'y croisent. Autour des tables, Inès fait la connaissance de Luz, la voisine au food truck poétique, de Ruben, le patron au doux silence, de Julia, la coiffeuse au cœur cabossé, et d'Alberto, ancien instituteur au secret bien gardé. Sans oublier le cercle des sorcières bien-aimées, animé par Pilar, vieille dame aussi fantasque que redoutablement lucide. Voilà, ça sent l'été, ça donne très envie pour l'été, ça peut être très 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 sympa, un petit roman léger. Enfin léger, je suis pas sûre que ce soit si léger que ça, mais parce qu'on parle quand même de burn-out. Et il sort le 7 mai. J'ai pas le nombre de pages, je peux pas vous le dire.
Ensuite, alors ça c'est un livre que j'avais demandé sur NetGalley, mais malheureusement il m'a été refusé. C'est Vertige de Rebecca Taylor McKay aux éditions Sonatine. Il sort le 7 mai aussi. En lisant ce livre, vous allez commencer par vous imaginer qu'il s'agit d'une histoire assez banale. Celle de deux amoureux, Clara et Spencer, qui passent leur lune de miel en Italie, dans un très bel hôtel près de Positano, et qui, entre bain de soleil et cocktail face à la mer, se lie d'amitié avec un autre couple, presque du Françoise Sagan. Les choses ne sont néanmoins pas aussi parfaites qu'elles en ont l'air, et elles se compliquent même assez vite lorsque Clara reçoit un message anonyme pour la prévenir que son mari lui ment. Il faut reconnaître, vous vous en apercevrez vite, que Spencer n'est pas très net. Il semble, par exemple, déjà très bien connaître les lieux, alors qu'il est censé y venir pour la première fois. N'est-il pas également un peu trop proche de leur nouveau couple d'amis, qui eux aussi semblent cacher des choses ? Peu à peu, la paranoïa s'empare de Clara. Vous allez formuler à votre tour bien des hypothèses, mais jamais vous ne pourrez soupçonner ce qui se dissimule sous la surface, ni anticiper les multiples rebondissements qui émaillent ce livre. Et bien j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en savez ? On met au défi, moi je veux bien relever le défi. Donc ça sort chez Sonatine le 7 mai, ça fait 416 pages. Je me dis pourquoi pas, je me dis qu'ils en font peut-être quand même un petit peu trop dans le résumé, mais c'est un thriller qui fait envie. Ça donne très 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 envie. Et pareil, ça se passe en Italie, je me dis que pour l'été ça peut être sympa. Hein. Si vous commencez à préparer votre palle pour l'été, ça peut être chouette. Ensuite, on a Avant que l'été ne nous échappe de Nina Frey. Là, je ne sais pas, je pense que ça peut être de l'auto-édité aussi. Je pense que c'est aussi de l'auto-édité. Ou en tout cas, sinon une toute petite maison d'édition. Théa, Laure et Romy sont amies depuis toujours. Maman solo, Théa est convaincue qu'il suffit de tenir bon pour traverser la tempête. Laure s'accroche à l'organisation d'une fête qui les réunira tous à Cassis pour combler le vide laissé par la perte de son premier enfant. Romy papillonne, persuadée que l'amour n'est pas fait pour durer. Tout tient jusqu'au retour d'Alex, parti il y a 5 ans. Entre joie des retrouvailles et reproches, les pardons semblent impossibles, mais Alex pourrait bien être la solution que Théa n'osait espérer pour l'aider à faire face. Sauf que Alex, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille dans le résumé. On ne sait pas. Le mystère est entier. Donc ouais, si je l'ai mis là, c'est qu'il me tente aussi. Et vous voyez la couverture, pareil. J'ai un truc avec le rose en ce moment. Ça m'attire. Allez, on passe au suivant. Je crois qu'on en est à peu près à la moitié. Ma fille chérie de J.P. Delaney aux éditions Mazarine. Dans une maison où la musique ne suffit plus à recouvrir les cicatrices, Suzy, chanteuse folk rock au cœur brisé, croyait avoir trouvé l'équilibre auprès de son mari Gabe. Jusqu'au jour où le passé frappe à sa porte. Anna a 15 ans. Elle est l'enfant que Suzy a dû abandonner. Meurtrie, affamée d'amour, prisonnière d'un foyer aux règles étouffantes et au silence menaçant, l'adolescente cherche une issue et peut-être une mère. Submergée par la culpabilité et l'espoir, Suzy n'a plus qu'une obsession, protéger Anna à n'importe quel prix. Mais Anna cache des blessures profondes. Ok. J'en lirai pas plus parce qu'après ça peut vite révéler des choses. Ouais, ça me dit vachement bien aussi. Il fait que 400 pages. Ouais. Ça va être dur de résister de l'acheter. Hein. Ça va être très très dur. Mais au moins il rejoint ma wishlist. Ensuite, on a Les filles de la librairie de Julia Foyce chez Flammarion. Dans une ville balayée par les vents, la librairie est un refuge pour les femmes et des filles en quête de liberté. Elles veulent vivre leurs rêves, alors quand la colère monte, un meurtre devient inévitable. Et c'est un premier roman. Je me dis, ouais, pourquoi ça n'a pas un petit truc qui se passe dans une librairie ou pas loin, et en plus un petit meurtre. Ouais. Il fait combien de pages 200 pages seulement. Ouais.
C'est chouette, hein. Vous voyez, il y a plein de sorties très sympas ce mois-ci, surtout plein de thèmes différents. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Ensuite, on a 3 chatons et un enterrement de Fanny Brucker aux éditions Lithos. Ça sort le 13 mai. Je vous dis pas à chaque fois quand est-ce que ça sort parce que j'oublie. Un enterrement, 3 chatons et une rencontre qui va tout changer. Lorsque Jacques apprend le décès de sa marraine, dernier lien avec son passé, il est loin d'imaginer que cet événement va bouleverser sa vie. Entre une voisine déterminée à placer une portée de chatons abandonnés et un voisin acariâtre surnommé Citron, le voilà embarqué dans une aventure inattendue. Ce qui n'était qu'un prétexte finit par tout bousculer. Les solitudes se brisent, les défenses tombent et des liens se créent. Tandis que Jacques tente de récupérer un héritage chargé de sens, chacun se découvre capable d'attention, de courage et d'attachement. Avec humour et délicatesse, Fanny Brucker signe un roman tendre et profondément humain sur le deuil, la solitude et ces rencontres qui parfois changent tout. Voilà, moi le résumé m'intéresse, c'est le genre de roman que je peux facilement aimer, donc pourquoi pas. Alors, ensuite on a Vagor de Ulf Kvensler aux éditions de La Martinière. Alors celui-ci, il n'a pas juste rejoint ma wishlist, je suis en train de le lire, même s'il sort que le 15 mai parce que je l'ai eu grâce à un Netgalais en e-book et j'en suis à peu près à la moitié, il est très très bien. Marcus avait tout pour réussir. Un premier roman acclamé, une compagne actrice, une carrière qui s'annonçait brillante. Mais derrière l'image de l'écrivain prodige se cache un homme paralysé par l'échec, incapable d'écrire un nouveau roman. Lorsque Ernst, un ami de longue date, lui confie son manuscrit pour le transmettre à un agent, Marcus accepte, avant qu'un malentendu ne le propulse auteur d'un best-seller inattendu. Le candélabre devient un phénomène et Marcus croit toucher à la rédemption. Bon, je trouve que le résumé ne rend pas hommage au livre. Je le trouve un petit peu brouillon, le résumé. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon prochain vlog parce que je vous parle de ce livre-là dans le prochain vlog. Ensuite, Femme en quarantaine de Mélanie Cousineau. Là, je connais pas la maison d'édition. Je vais essayer de voir. Bon, c'est une toute petite maison d'édition. Donc, voilà. À 44 ans, Kim Saint-Gelais quitte une relation toxique et décide de reprendre sa vie en main. Pour la première fois, elle emménage seule et se lance dans l'inconnu. Rapidement, ces deux nouvelles voisines, des femmes hautes en couleur, aussi drôles qu'attachantes, deviennent son ancrage et lui offrent une solidarité inattendue. Ensemble, elles partagent leurs failles, leurs désirs et leurs victoires, portées par l'énergie et les doutes propres à la quarantaine. Alors que les fantômes du passé de Kim refont surface, l'amitié devient sa meilleure arme pour se reconstruire et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Bon, on est sur un feel good, voilà, qui se passe entre femmes, voilà, qui doivent aborder la quarantaine. Souvent, la quarantaine, c'est pas que pour les hommes, c'est un moment pour se remettre sa vie en cause. Donc ouais, ça peut être très chouette, ça peut être aussi très amusant aussi, je pense. Même si, voilà, le fond peut être plus lourd, mais je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, celui-ci aussi, ça va être dur de résister de ne pas l'acheter. Le train de minuit de Matt Haig. J'avais adoré la bibliothèque de minuit. Ça avait été un coup de cœur du même auteur. Et du coup, là, je crois que c'est un petit peu dans le même style. Voilà, ils disent le roman compagnon très attendu de la bibliothèque de minuit. Alors que votre vie défile devant vos yeux, où vous arrêteriez-vous? Personne ne peut changer le passé, mais le train de minuit peut vous y emmener. Une chance de vivre à nouveau les moments qui ont eu le plus de sens. Une chance de voir la personne qui vous étiez vraiment.
Pour Wilbur, ses meilleurs jours étaient avec Maggie, l'amour de sa vie, pendant leur lune de miel à Venise. C'était avant que ses choix ne l'emmènent sur une autre voie. Il aimerait tout recommencer et vivre différemment. Mais se lancer dans cette aventure, c'est prendre le risque de tout perdre. J'avais adoré la bibliothèque de minuit. Et là, le fait de voir qu'il sort un nouveau livre et que c'est à peu près, enfin pas vraiment sur le même thème, mais il y a un lien, ça me donne trop envie. Donc je sais pas si je vais résister à l'acheter celui-ci. Il sort le 21 mai chez Nami. Il fait que 400 pages. Ensuite, on a Tu tueras les riches de Sandrone Dazieri. Et ça sort chez Robert Laffont le 21 mai aussi. L'homme qui doit mourir dans 12 heures atterrit à l'aéroport de Milan avec son Dassault Falcon. Son nom est Jésus Martinez. Il a 49 ans. Dans sa jeunesse, il était footballeur au Paris Saint-Germain. Mais après avoir raccroché ses crampons, il s'est consacré aux appareils de fitness et aux compléments alimentaires. Il a eu du succès, énormément. La mort de Martinez est la première d'une longue série parmi les membres d'un cercle de multimillionnaires. Qui en veut aux riches ? Ça peut être très jubilatoire, je pense, ce genre de choses. Et surtout le titre « Tu tueras les riches », ça me fait penser au commandement « Tu ne tueras point ». Sauf que là, c'est complètement l'inverse. Mais j'adore le titre, je le trouve très très bien. Et voilà, on nous dit le thriller qui va secouer votre été 2026. Ouais, ça peut être très très chouette ça aussi. Mais en ce moment, c'est vrai que je suis moins thriller, j'ai un petit peu moins envie d'en lire, je sais pas pourquoi. Je suis moins attirée par le côté sombre en ce moment. Ensuite, celui-ci, je l'ai aussi eu par NetGalley, je l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liseuse. Vacances en famille de Shalini Boland. Il sort directement au livre de poche. C'est inédit, je crois. Ouais. Il n'est pas sorti en brochet en France, il sort directement en poche. Bess vit avec sa famille dans un charmant cottage dans le Dorset en Angleterre. Elle a mis de côté sa carrière de chef pour se consacrer à ses 2 jeunes garçons et à son mari. Niall, écrivain à succès. Quand il suggère de partir en vacances en Italie, Bess ne peut contenir son enthousiasme et accepte, avec un peu d'appréhension, de faire un échange de maison. Au moment où elle pénètre dans la luxueuse villa sur la côte amalfitaine, ses craintes s'envolent. Ses enfants et son mari profitent de la piscine, elle se régale de risotto et de limoncello, tout est parfait. Mais, en explorant le vestiaire d'Amber, la maîtresse de maison, elle tombe sur une vieille photo d'un homme bronzé et souriant. Cet homme, c'est Niall. Leur venue dans ce lieu paradisiaque est-elle le fruit du hasard ? Son mari ne lui cacherait-il pas quelque chose ? Amber est-elle simplement une fan de ses romans ? Une fois que le doute s'immisce, tous les scénarios sont possibles. Voilà, ça peut être très chouette, hein ? Alors là, j'ai une couve qui est différente de celle que j'ai sur ma liseuse. Celle-ci, je la trouve moins sympa, mais pourquoi pas. J'essaierai de vous mettre les deux pour que vous puissiez voir. Mais ouais, ça j'ai hâte de lire quand j'ai vu que Nextory quand j'ai vu que NetGalley me l'avait accepté, j'étais trop contente. Ensuite, on a Le soupçon ordinaire d'Alain Berenboom. Alors là, ça doit être... c'est chez Kenneth Éditions. Kenneth Éditions, j'ai mes enfants qui ont des livres de cette maison d'édition. Je crois que ça doit être... je crois que c'est canadien, mais je suis pas sûre à 100%. 2050. Pour mettre fin au conflit, le monde a pris une décision radicale, interdire la religion juive. Officiellement, elle n'existe plus. À Bruxelles, Robert Weingarten mène une vie tranquille de commerçant respecté, jusqu'au jour où la police s'intéresse à lui. Sans accusation précise, sans preuve tangible, mais avec une question obsédante, qui est-il vraiment ? Peu à peu, les contrôles se multiplient, les interrogatoires deviennent plus insistants, les proches s'éloignent. Le soupçon s'insinue partout, transformant le quotidien en piège administratif. Ce qui semblait absurde devient menaçant. Ce qui était anodin devient suspect. Dans Le soupçon ordinaire, Alain
Berenboom signe un polar dystopique aussi jubilatoire qu'inquiétant, où l'enquête avance à pas feutrés dans un monde qui rappelle celui de Kafka, transposé dans un futur glaçant mais étrangement familier. Avec humour, ironie et une grande finesse psychologique, il explore les mécanismes du contrôle, de la peur et de l'identité. Un roman en suspense, politique et profondément humain, qui se lie avec le plaisir d'un excellent policier et qui laisse une empreinte durable bien après la dernière page. Voilà, c'est pour ça que ça m'a attiré ce roman, parce que certes, on est avec un roman policier, dystopique, mais je pense que sur des questions qui peuvent nous faire réfléchir, et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, il sort le 27 mai. On arrive à l'avant-dernier. C'est Pleurs d'Hélène Fitzgerald. Ça sort aux éditions J'ai lu, donc ça aussi un poche. Ce qui s'est passé à bord ne devrait jamais être révélé. Lorsqu'ils posent le pied à l'aéroport de Melbourne, Johanna et Alistair ne savent pas encore que leur pire cauchemar s'est déjà produit. Au cours du vol, Noah, leur bébé de 9 semaines, a perdu la vie. Que s'est-il réellement passé ? Accident tragique ou geste impensable ? Face à l'horreur, les deux parents prennent une décision folle, déclenchant une tempête médiatique et plaçant leur intimité sous le regard implacable de l'opinion publique. Très vite, les versions s'entrechoquent, les soupçons s'installent et la vérité se brouille. Alors, je trouve assez énigmatique ce résumé, parce que on nous dit que le bébé est mort pendant le vol, mais l'histoire a l'air de se passer après, une fois qu'ils ont atterri. Donc je sais pas si c'est le résumé qui est mal fait. Ça m'intéresse, mais je trouve que c'est un peu brouillon quand même comme résumé. Bref. Et le dernier, c'est Les Nouveaux Voisins de Claire Douglas, aux éditions Michel Lafon, qui sort le 28 mai. Faites-vous confiance à vos voisins. Lorsque Lena surprend une conversation troublante entre ses nouveaux voisins, le doute s'installe et ne la quitte plus. Après tout, les Morgans forment un couple de retraités irréprochables. Ont-ils pu commettre l'irréparable ? Sa famille et ses amis lui assurent qu'elle se trompe. Mais plus Lena creuse, plus son angoisse grandit. Serait-ce lié à un secret si intime qu'elle a tenté de le dissimuler toute sa vie ? Car si ses craintes s'avèrent fondées, il se pourrait qu'elle soit en danger mortel. Ouais, ça peut être très très chouette. Un petit thriller comme ça entre voisins. Surtout si les voisins sont retraités. Ouais, ça m'intéresse aussi. Ah, Claire Douglas, elle a écrit The Wrong Sisters. Et je l'ai dans ma palle, c'est juste que c'est un roman que mon mari m'a offert qui est en VO, donc en anglais. Et je l'ai commencé, je crois, et je l'ai juste commencé, parce que du coup, en anglais, je comprends pas tout, et du coup, je mets vachement plus de temps. Et comme j'ai pas l'impression d'avoir de temps à perdre, voilà, je préfère aller vers un livre où je vais, ça va être fluide, qu'avec un livre où je sais que je vais galérer. Mais ouais, ça m'intéresse aussi. La nouvelle star du thriller domestique anglais. Et donc voilà, donc si je ne me trompe pas, je vous ai présenté 25 livres. Il y en a beaucoup plus qui sortent au mois de mai, notamment. J'ai vu beaucoup de thrillers. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, je ne suis pas très thriller. Enfin si, thriller domestique, thriller psychologique, mais dès lors que ça devient un peu plus sombre, ces derniers temps, je sais pas, j'ai un peu plus de mal, donc j'y vais moins. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de sorties là. Avril-mai, c'était très chargé. Bon, après, je sais qu'en été, ça va diminuer un petit peu. Mais en tout cas, du coup, ma wishlist explose. Et je vous ai dit, il y en a 2 qui me font vraiment super envie. Le Train de minuit de Matt Haig. Et l'autre, je sais plus ce que c'était. Ah oui, D'autres printemps de Virginie Grimaldi. Bon, en fait, il y en a plein.
Il y en a plein que j'ai trop envie d'acheter, mais je ne le ferai pas. Si j'en achète, je me contenterai de un. Voilà, c'est tout ce mois-ci. Parce que normalement, je suis censée être en no-buy. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez aussi dans votre wishlist. Ou si vous avez l'intention d'en acheter certains. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour savoir ce qui sortira au mois de juin. Ciao, ciao!